Bonjour tout le monde, bienvenue avec nous sur Légende. Aujourd'hui, notre invité il s'appelle Karim Clemenceau. Vous allez voir, personnage atypique. Je pense que c'est la personne qui s'est le plus battue dans sa vie que je connaisse. Il a à peu près 1000 bagarres à son actif. Il est devenu videur en ayant une bagarre dans une boîte de nuit où il a sauvé quelqu'un d'une attaque au couteau. Il va nous raconter ça. Après, il a formé des brigades, notamment de forces spéciales dans d'autres pays que la France. Il va nous expliquer tout ça dans un instant. Mais juste avant, merci à notre sponsor qui s'appelle Trade Republic. Trade Republic, c'est une application qui vous permet d'épargner de l'argent et donc d'en gagner. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire si vous voulez investir 10 euros, 50 euros par mois, vous mettez ce que vous voulez, ça peut même être automatique. C'est-à-dire que tous les mois, il y a de l'argent qui part. Et si vous savez, comme moi, par exemple, pas trop jouer en bourse, acheter des actions, vous avez aussi des onglets tendances qui vous proposent des actions qui ont été le plus achetées récemment pour vous aider. Sinon, il y a complètement le mode automatique aussi, où dès que vous mettez de l'argent sur l'application, vous avez un rendement de 4% par an. Et surtout, c'est sécurisé puisque c'est réglementé en Allemagne. C'est un des pays qui est les plus stricts au niveau des finances. En tout cas, merci à eux de nous avoir sponsorisé la vidéo. Je vous mets un lien en cliquable si vous voulez télécharger cette application. Franchement, c'est vraiment pas mal de pouvoir mettre comme ça des petites sommes sur des actions chaque mois pour essayer de faire grossir son portefeuille et ses épargnes. Je vous mets le lien en dessous pour ouvrir un compte gratuitement et pour pas avoir de frais sur l'année, juste en cliquable sous la vidéo. Et c'est parti avec Karim Clemenceau, on y va. Bonjour, je suis Karim Clemenceau, professeur de bagarre. Et ben voilà, c'est précis. Ça va ou quoi, Karim? Bienvenue. Ça va, merci. Alors, je vais vous expliquer qui est Karim, pour que vous sachiez. 52 ans, formateur en Krav Maga et d'autres arts martiaux d'ailleurs. Tu as été videur pendant 10 ans au début. Tu t'es battu avec tout type d'individus, même Jean-Luc Delarue. Tu as formé Aton, qu'on a reçu ici pour qu'il intègre le GIGN. Tu as été contracteur aux Émirats Arabes Unis, où tu as formé les forces spéciales là-bas à neutraliser, et tu leur as appris à neutraliser leurs cibles. Et l'an dernier, tu t'es fait poignarder par un gars avec qui tu t'es embrouillé sur la route. C'est une petite partie de ta vie, mais petite, ouais. J'ai hâte de la découvrir. Bienvenue. Avec plaisir. C'est à peu près ça, grosso modo? Oui, ça fait... c'est un petit résumé oui, qui donne une image à peu près précise. À peu près correcte? Ouais, à peu près correcte de mon parcours de vie assez éclectique. On va en parler après, mais tu as été à la fois videur, formateur de Krav Maga. Tu vas nous expliquer, tu vas nous faire une petite démo après, si tu veux bien, en fin d'émission. On va prendre un gars dans l'équipe qui est un peu chaud, qui a envie d'essayer d'apprendre à se battre pour voir un peu s'il y arrive. Est-ce qu'il peut y arriver face à toi, en réalité, sans formation? En fait, tout le monde a sa chance. Tout est une question de détermination. C'est-à-dire souvent, on peut être surpris par des gens qui n'ont jamais pratiqué les arts martiaux, mais qui ont un instinct de survie exceptionnel et qui peuvent avoir des réflexes même étonnants, même que parfois, eux, ils s'étonnent eux-mêmes. C'est vrai? Et j'ai souvent vu ça dans mon parcours de boîte de nuit. Et j'ai parfois même travaillé avec des gens qui n'avaient jamais pratiqué les arts martiaux, qui étaient videurs en boîte de nuit et qui étaient d'une efficacité redoutable. Donc, tout le monde a accès à ça. Il y a quand même peu de chances qu'ils te battent. Il y a moins de chances parce que moi, j'ai un retour d'expérience qui fait que je vais voir des choses que d'autres ne verront peut-être pas. Mais le retour d'expérience passe par aussi des échecs et des réussites. Ah oui, des branlées, en fait, en gros. Oui, alors moi, ça m'est très peu arrivé. Ça m'est arrivé de finir au sol avec plusieurs mecs sur le dos, ça c'est sûr. Mais à un contre un, j'ai eu la chance, parce que j'ai pas du tout la prétention d'être le plus fort. Mais j'ai eu de la chance de ne pas subir on va dire, de défaite ou de grosses raclées à un contre un. Et ce qui aurait très bien pu m'arriver. Tu t'es battu combien de fois dans ta vie, pour comprendre? Franchement, je ne pourrais pas le calculer. Les premières années, j'avais un livret. Non, ça paraît un peu particulier. J'avais un livret et je notais toutes mes altercations pour voir un petit peu l'évolution, ce qui n'avait pas marché, ce qui avait marché, ce que j'avais bien fait ou pas, où est-ce qu'il fallait que je progresse. Et je l'ai perdu, ce carnet. Ça faisait 3 ans que je faisais ce carnet-là. J'étais déjà à plus de 400 altercations. Donc, sur 10-12 ans, je suis à plus de 1000 altercations. Alors, je parle d'altercation parce que venir contrôler quelqu'un... Ça finit pas toujours en bagarre. Ouais, une bagarre, c'est pas vraiment des bagarres. Oui, quelquefois, on est vraiment dans la bagarre. Hein. Quelquefois, il y a des bagarres où il y a plusieurs personnes sur la piste de danse qui se battent. Donc là, c'est sûr que là, c'est des bagarres assez violentes, mais quelquefois, c'est juste une intervention, c'est-à-dire que vous allez faire une clé de bras à un mec, un étranglement pour le sortir, donc il va lutter, il va y avoir un petit peu de résistance. Moi, je le mettais ça dans mes altercations et dans ce carnet-là. Et alors, pour comprendre, tu es né à Saintes, c'est ça? Pour comprendre ta vie. En Charente-Maritime, tu démarres à la base avec un CAP cuisine et pâtisserie.
donc rien à voir avec ce que tu as fait. Rien à voir. Et j'ai noté que tes parents t'ont appelé Karim, parce que t'es pas rebeu. Non. Mais parce qu'ils aimaient le prénom. C'était suite à un voyage, c'était quoi? Non, même pas. Ils avaient, en fait, à l'époque, il y avait un prince arabe qui passait souvent à la télévision, qui s'appelait Karim, je sais plus. Et puis, il y avait le fameux joueur de basket, Karim Abdul-Jabbar, qui faisait souvent la une à la télévision. Et on parlait souvent de lui. Et ils avaient apprécié ce prénom-là. Et ils m'ont appelé, voilà. Ils t'ont appelé comme ça pour ça. Voilà. Parce qu'il y a une histoire après avec un skinhead qui pense que... Donc on va en parler, on va expliquer un peu l'histoire. Fan d'arts martiaux, jeune ou pas du tout? Alors très jeune, mais j'étais dans la frustration de ne pas pouvoir exploiter ça parce que j'avais un père qui était contre les arts martiaux, malgré qu'il soit très violent, il était très violent avec moi. Mais lui, voilà, il fallait qu'on fasse les sports que lui, il avait décidé. Donc c'était du vélo ou du foot, on n'avait pas le choix. Et mon frère, d'ailleurs, a fait carrière. Il aurait pu faire une très grosse carrière dans le vélo. Moi, j'étais ni bon dans l'un ou dans l'autre. Donc j'ai pratiqué des sports collectifs, mais sans trop d'intérêt. Et c'est à 15 ans que j'ai eu la possibilité de rentrer la première fois dans un club d'arts martiaux à Saintes. C'était du Yosekan Budo. Donc c'est une synthèse martiale de plusieurs disciplines. Un peu du MMA, une sorte de MMA? Oui, avec aussi les armes blanches. Donc, ah oui, d'accord. Couteau, sabre, nunchaku. Ah oui, un mélange de... Ouais, c'est très complet, le Yosekan Budo. C'est vraiment une très belle discipline. Et donc là-dessus, ma passion a commencé à se développer. Et sachant que moi, gamin, j'étais petit, rachitique. J'ai grandi très tard, j'étais très maigre. Donc souvent frappé à l'école. Donc j'ai subi beaucoup de violences à l'école aussi. Et par ton père, tu disais avant? Ouais, aussi. Il te tapait? Ouais. Ah, c'est vrai? Ah, oui, physiquement? Très, très violent. Pas violent verbalement? Non, il était très violent avec moi. C'est ça qui t'a donné le goût de la bagarre? Ouais, je pense. Alors le goût, je pense que malgré tout, mes premières bagarres, c'était quelque part une façon de me battre contre mon père. Voilà, c'était certainement inconscient de ma part, mais il y avait une sorte de rébellion là-dedans. Et donc, quand je me suis commencé à m'exprimer dans les sports de combat, ça a été vraiment une révélation dans ma tête. Et puis, j'ai enchaîné la musculation à peu près en même temps. Donc, j'ai fait les deux disciplines à peu près au même âge. Mais tu n'étais pas bagarreur volontairement quand tu étais gamin? Non, comme je subissais de la violence, il fallait que j'apprenne à me défendre. Voilà. Et petit à petit, j'ai pris de l'expérience. Et la première fois où j'ai réussi à avoir le contrôle sur un copain, quelqu'un qui venait m'agresser à l'école, j'avais 15 ans. Et j'ai eu la première fois le dessus sur un mec qui venait m'agresser. Du coup, ça m'a donné confiance en moi. Et puis là, après, voilà, ça a T'as trouvé ça agréable à partir du moment où t'as gagné, quoi? Ouais, parce qu'il y a une décharge d'adrénaline, voilà, qui est quand même très puissante. Et puis on passe d'un statut à un autre d'un seul coup. On passe du statut de victime à un statut de presque sauveur, voilà, super-héros. J'étais fan des super-héros à l'époque. Donc, Alors avant que tu commences comme videur, tu as fait le service militaire en Martinique. Ouais. À 19 ans, tu pars faire le service militaire, ce qu'on appelait le service militaire long à l'époque. Ouais, VSL, ouais. Dans la marine. Ouais. Pendant 18 mois, tu deviens réserviste après ça, mais tu t'engages pas. T'es pas chauffé par l'armée? Parce qu'avec tout ton parcours, on peut ne pas comprendre pourquoi t'es pas parti à l'armée. C'était un regret, je pense que c'est mon plus gros regret professionnel, c'est de ne pas être rentré dans l'armée. Maintenant, à l'époque, voilà, j'étais tombé amoureux d'une fille. C'est vrai. Voilà, ça a été très compliqué voilà, de la laisser pour rentrer parce qu'elle était étrangère, c'était une Hollandaise. Et donc, c'était difficile pour moi de mettre de côté voilà, ma vie affective pour l'armée. Et je l'ai regretté après. Il y a un film de Nicolas Cage, c'est Family, je sais plus quoi, ça vous parle pas? Où en fait il choisit à un moment donné avec une femme et il choisit et après il revient en arrière, il n'avait pas du tout la même vie, en fait il a une vie familiale ou une vie de grand chef d'entreprise. Tu vois ce que c'est ce film? Je l'ai vu, Je sais pas si vous voyez, mais je vous mettrai le nom qui apparaîtra à l'écran à ce moment-là. Et c'est un peu ça en gros pour... il rencontre l'amour et il change de parcours, quoi. Donc tu t'arrêtes au bout de 18 mois, là tu deviens videur un peu par hasard. Alors ça c'est assez marrant. C'est qu'en fait quelqu'un vient t'agresser. C'est comme ça que tu deviens videur. Je travaillais dans un restaurant, voilà, j'étais seconde cuisine dans un hôtel 3 étoiles et avec l'équipe, on décide de sortir boire un verre dans une boîte de nuit. Et je m'assois dans un canapé de la boîte de nuit. Et là, il y a un mec qui vient s'asseoir en face de moi.
Il avait des Doc Martens et j'ai vu à sa tenue vestimentaire avec le bomber que c'était un skinhead. Et il me regarde, il me dit, t'as vu mes chaussures? Je dis, bah oui. Il me dit, c'est des Doc Martens. Je dis, oui. Il me dit, je vais te les faire bouffer. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On se connaît. Il se met en face de toi, il te dit ça? Voilà, comme ça. Et ça, c'est un bon début d'entrée en matière, ça. Et il me dit, tu t'appelles Karim? Je dis, oui, je m'appelle Karim. Il me dit, bah viens, bah, je dis, si tu veux, mais je dis, on va dehors, on va pas faire ça dans la boîte de nuit, on va dehors. Et à l'époque, j'avais des bagues Harley Davidson sur moi, tout le temps. Des bagues? Des bagues Harley Davidson. C'est des bagues avec des têtes de mort, avec oui, qui sont assez en 3D, prononcées, en 3D, donc un peu comme les bagues de gitan. Avec du relief. Ouais. Avec du relief. Donc je mets mes bagues discrètement, je sors sur le parking et il arrive sur moi, je l'enchaîne. Voilà, gauche-droite, voilà, j'ai un petit enchaînement technique classique. Et donc je commence à le faire reculer, on se retrouve collé à une méhari avec le toit qui était complètement débâché. Et là, il y a un mec qui se jette sur moi dans mon dos, et pour m'arrêter, je l'attrape. Un de ses copains? Bah, j'ai cru au départ. Je l'attrape par sa veste et par la colère, je le jette dans le coffre de la méhari. Et il tombe dans le coffre. Et là, le patron de la boîte de nuit arrive et il dit, arrête, c'est le videur. Et en fait, j'avais attrapé le videur par derrière et je l'avais jeté par au-dessus de mon épaule, il était tombé. Du coup, le videur s'est trouvé un petit peu con. L'histoire s'arrête, les mecs se calment. Bon, il y en a un qui part à l'hôpital parce que j'ai ouvert la tête en deux avec les bagues. Et le patron vient me voir. Il me dit, écoute, Karim, j'ai bien aimé ta prestation. Et j'ai besoin d'un portier pour cet été. Est-ce que ça t'intéresserait de bosser, de faire la saison d'été avec nous? Tu te fais embaucher sur une bagarre, c'est exceptionnel. Et là, je lui dis, bah ouais, mais je travaille déjà dans la restauration. Dans la restauration, à l'époque, on faisait 60 heures de boulot par semaine. Je me voyais mal travailler la nuit. Et là, il m'annonce le tarif. Donc, c'était 500 francs à l'époque par nuit. Donc, je gagnais, en faisant 3 ou 4 nuits, je gagnais autant qu'en faisant toute une semaine dans la restauration à faire 60 heures de boulot. Sachant qu'en boîte de nuit, il y a les bagarres, il y a les filles, il y a toute l'ambiance. Quand tu as 22 ans, tu vois ce que je veux dire? T'avais 22 ans? Oui, j'avais 22 ans. Ah ouais, t'étais pas... t'as commencé videur à 22 piges. Ouais. Et donc, je réfléchis, je dis quand même, bon, j'essaye les deux. Donc, j'ai gardé mon boulot dans la restauration, et la nuit, je travaillais dans la boîte de nuit. Ah oui, t'enchaînais. J'enchaînais, je dormais 2 heures par jour. Je dormais 1 heure le matin entre la boîte de nuit et le restaurant, et je faisais 1 heure de sieste l'après-midi. Ça tient 3 jours, ça. Ouais, ça a été dur. J'ai perdu énormément de poids. J'étais comme ça à la fin. Mais enfin, bon, j'ai réussi à tenir. Et puis après, j'ai fait mon choix. J'ai dit, bon, par rapport à tout ce que ça peut m'apporter de plaisir immédiat, on va dire, le plaisir superficiel, j'ai dit, je vais continuer là-dedans. Et de là, j'ai pu reprendre le sport vraiment à plus haut niveau et m'entraîner sérieusement. Et quand tu étais videur en boîte, tu assistes à des bagarres vraiment violentes. Ouais. Mais c'est assez rare de rencontrer quelqu'un qui aime se battre. Parce que parfois, on a des champions de MMA, tu vois, des Cyril Gane, et ils disent, moi, j'aime pas me battre dans la vie. Et tout. Toi, c'est le contraire. Toi, t'aimes bien te battre dans la vie. Non, mais c'est ça. Alors, contrairement aux champions dans les sports de combat, moi, c'est les bagarres de boîte de nuit qui m'ont plutôt amené à performer après dans les sports de combat que l'inverse. Parce que ça t'a appris la réalité, entre guillemets? Ouais, et puis surtout, ça m'a fait comprendre que j'étais pas si efficace que ça. Donc, je sentais que parfois j'étais limité, que j'arrivais à avoir le dessus par la ruse ou par d'autres des lacunes, quoi. J'avais des lacunes qu'il fallait absolument que je comble. Donc c'est pour ça qu'après, petit à petit, je me suis de plus en plus spécialisé dans les sports de combat, touché un petit peu à tout. Et oui, après, le problème, c'est cette sécrétion hormonale qu'on a, et d'adrénaline, de dopamine, de toutes ces hormones qui te stimulent, qui font que tu as du mal à te passer après de ça. Tu es un toxico, quoi. Je devenais un toxico de la bagarre. Mais du bon côté ou tu cherchais? Non, du mauvais côté. Ah, c'est vrai? Alors, ouais. j'ai quand même été éduqué à la dure, donc j'avais quand même des principes. C'est-à-dire que je n'allais jamais faire de la violence gratuite. C'est-à-dire je ne taperai jamais quelqu'un qui n'a pas cherché de conflit ou quoi que ce soit. Par contre, si la personne s'en prend à moi ou frappe une autre personne sans aucune raison, là, oui. Je ne supporte pas l'injustice parce que je l'ai vécu étant gamin, donc c'est quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Donc là, oui, ça déclenchait en moi une certaine fureur. Et là, c'est là où j'avais un petit peu de mal au départ, les premières années, à contrôler cette agressivité et cette violence qui devenait
presque pathologique. Ah ouais. Ouais, Non, mais c'est bien de se rendre compte. Ouais. Et si tu rencontres Aton, donc Philippe B, le garçon du GIGN qu'on a reçu, qu'on adore, qui est un de mes vrais amis, tu le rencontres quand tu as 24 ans, c'est ça? Enfin, vous êtes... Voilà. Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, à l'époque, je faisais du taekwondo et du Yosei Budo en même temps, dans 2 clubs différents. Et un jour, il y a un mec qui a débarqué dans le club de taekwondo et qui cherchait des combattants pour un tournoi de MMA clandestin. Ah oui? Oui, voilà. Il y avait des combats de MMA clandestins avant? Oui, alors c'était quand même sur des tatamis. On avait quand même ça et on avait quand même des gants. Des gants de boxe ou des gants comme aujourd'hui? Non, c'est des gants de MMA de l'époque. Hein. Alors, c'était pas des super gants, hein, mais bon, on avait que ça. C'est des sortes de gants de karaté qu'on peut avoir maintenant avec main ouverte. On pouvait quand même faire des saisies, mais bon, ça protégeait pas trop les mains. Et pas trop la tête du mec en face non plus. Ah, il y avait des combats de MMA clandestins en France? Ouais, il y en a pas mal qui ont essayé de mettre ça en place, donc ils se sont fait vite rattraper. Hein. La police, tout ça, ils venaient, ouais. Bah oui, et puis même la direction départementale jeunesse et sport qui a mis... Ah oui. Ouais, mais ça tapait fort, ouais. Ouais, ça tapait fort parce et puis que il n'y a pas trop de règles. Ouais, voilà, exactement. De sécurité. On pouvait piétiner le mec par terre, quoi. Ah oui. Donc, ah oui. Donc la première fois que je l'ai rencontré, donc je suis arrivé à ce tournoi. Donc il cherchait donc des compétiteurs dans les clubs et donc il m'avait proposé d'y aller. J'y allais, pourquoi pas, c'est fun. Moi, j'avais jamais fait de compétition. C'est fun. Que jamais battu. Je vais me faire piétiner. Ouais, voilà. Je m'étais juste battu dans les boîtes de nuit. J'avais jamais fait de compétition. Ah là là. Ouais. Alors j'ai dit, il faut que je me teste. Il faut vraiment que je sache où j'en suis par rapport à ça. Et avec justement des mecs en face qui répondent vraiment, quoi. Donc je me suis retrouvé à cette compétition, c'était à Cognac. Et donc dans les vestiaires, j'ai croisé Aton qui était là. Et il était junior, lui. Il avait 16 ans, je crois. Ouais, c'est ça, il avait 16 ans, il était en junior. Attends, les mecs chauds, quand même. Hein. Et alors, attends, parce que bon, il va rigoler quand je vais dire ça, mais il avait vraiment une tête à claque. Mais vraiment, il était un peu joufflu, les cheveux épais, un peu frisés. Il ressemblait vraiment, mais pas du tout à un guerrier, quoi. Et il était guerrier que dans sa tête. Mais déjà, parce que déjà, être à 16 ans dans un truc comme ça, faut quand même 16 ans, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Et j'allais dire, c'était autorisé, mais en fait, non, tout le combat était pas autorisé. Il était en junior, hein. Il n'était pas avec les seniors, hein, donc il était dans les moins de 18 ans. Donc, lui, il remporte son tournoi, et moi, je vais jusqu'en finale. J'abandonne en finale par une grosse blessure. En fait, je me suis cassé le pied en finale. Et puis après, on s'est retrouvés plus tard dans des clubs de karaté et de full contact avec Aton. Et vous bossez ensemble après en tant que videur? Oui, alors là, pareil, c'est une histoire un peu particulière. Donc, Aton, il était venu me voir, j'étais portier dans une boîte de nuit, et il vient me voir, et il venait d'être vice-champion de France de full contact à l'époque. Il me dit, ah, tu bosses là? Je dis, ouais. Il me dit, ouais, je cherche du boulot, j'aimerais bien être videur. J'ai dit, t'es un peu jeune, hein. T'as 18 ans, je crois qu'il avait 18 ou 19 ans. J'ai dit, t'es un peu jeune, t'as pas un gros gabarit. Déjà, moi, j'étais un petit gabarit en tant que videur. Donc lui, il était un peu plus petit que moi. À l'époque, il n'était pas aussi costaud qu'il l'est maintenant. Alors, je dis, ça va être compliqué. Tu ne vas pas être pris au sérieux et tu vas être obligé de te battre régulièrement. Et puis, on a une altercation dans la soirée avec des lascars. Et il y en a un qui me cherchait parce qu'il voulait absolument que je le frappe pour porter plainte. Parce qu'il y en a, ils étaient doués pour ça. Ah, OK. Ouais, tu me touches, je porte plainte. Je dis, OK, pas de problème. Et le mec, il me chauffait toute la soirée. Il m'a chauffé dans la rue devant la boîte de nuit. Je vois Aton arrive qui sort de la boîte de nuit. J'ai dit, t'as vu le mec là-bas en face là? J'ai dit, tu t'en occupes et si tu le gères bien, je t'embauche. Il n'avait rien fait. Hein. Il a été, pim, pam, boum, il l'a réglé, terminé, il est revenu, ça y est, c'est fait. Tu sais, avec sa tête de gentil. J'ai dit, bon, bah écoute, on va t'embaucher, je vois que tu gères bien. En fait, il avait cette capacité à bloquer ses émotions et à être dans un clivage total émotionnel. Et c'est ce qui a fait sa force après. Il a le mental. Alors, moi, je dirais que le mental, c'est comme un mec du GIGN qui dit ça. Il dit le mental n'existe pas, en fait. C'est la motivation qui existe. Le mental est créé par la motivation. Il dit, par exemple, je te dis de venir te battre avec moi, tu vas pas vouloir te battre avec moi. Je te laisse 3 jours sans boire, je te mets une bouteille d'eau. J'ai dit, si tu veux boire, il faut que tu te battes avec moi. Tu vas te battre avec moi. Est-ce que tu as plus de mental qu'il y a 3 jours ou c'est juste la motivation de boire la bouteille d'eau qui va te donner le mental? Tu vois, c'est un peu ça. Donc le mental,
il est créé par la motivation. Par la motivation, ouais. Voilà. Et la motivation, lui, il l'avait tout le temps. Donc voilà, la motivation, certainement, de pouvoir s'exprimer aussi dans ce milieu-là, d'aller chercher de l'adrénaline, tout ça, de pouvoir se prouver peut-être quelque chose à soi-même, parce qu'on essaie toujours de se prouver des choses là-dedans. Et t'as des gars qui te cherchent comme ça quand t'es videur, juste pour te faire chier, en gros? Ah oui. Bah, surtout quand tu as des petits gabarits, parce que moi, je fais partie des petits gabarits. Et à l'époque, quand je travaillais en boîte de nuit, j'avais pas vraiment une tête de méchant, quoi. Tu as des videurs, quand tu vois leur tête et leur gabarit, t'as pas trop envie de t'y frotter. Donc souvent, quand j'étais avec 3 ou 4 collègues, j'étais toujours le plus petit et le moins costaud. Donc, quitte à s'en prendre à un videur, autant s'en prendre au moins costaud. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, j'étais plus, on va dire, emmerdé que les autres. Donc, plus d'expérience aussi. Ah, je comprends. Tu vois, c'est ce qui m'a amené à avoir autant d'expérience et de m'être autant battu dans ma vie. C'est parce que aussi mon physique ne m'aidait pas là-dedans. Et à ce moment-là, tu désarmes un gars au couteau. On va en parler après, justement. Tu es formateur aussi de Krav Maga et justement pour te désarmer, etc., pour désarmer quelqu'un qui t'attaque au couteau. Et là, c'est la première fois que tu désarmes quelqu'un au couteau, en boîte. En fait, on m'appelle sur une piste de danse, c'était le club privé. On m'appelle sur la piste de danse, bagarre. J'arrive et je vois un mec faire des grands gestes, écarter les bras dans tous les sens. Et à l'époque, il y avait des stromboscopes, donc on voyait pas très bien ce qui se passait sur la piste. T'as du mal à... J'étais aveuglé un petit peu par les stromboscopes. À discerner tout, quoi. Et le DJ n'avait pas eu l'esprit de couper les stromboscopes. Et quand je vois ça, je dis le mec, je vais lui mettre un high kick en pleine tête, je vais le sécher, terminé, quoi. Je vais pas me prendre la tête à essayer de le maîtriser. Et c'était un bikers. Le mec, il était Mais tenté. il avait le couteau, tu l'avais vu, là? Non, j'avais pas vu le couteau. Je lui mets un high kick en pleine tête, et en mettant le high kick, je tape dans son bras, en fait. Son bras part, je lui remets un front kick derrière, et il y avait une piste de danse en contrebas. C'est quoi un front kick? Un coup de pied de face dans la poitrine. Okay. Donc il tombe en contrebas, donc il y avait 1 mètre entre les 2 pistes, donc il tombe à plat, se met KO, la tête tape par terre, je saute dessus, je l'enchaîne un petit peu pour l'assommer un peu plus, et les autres portiers arrivent pour le sortir. J'accompagne mes collègues, je reviens sur la piste de danse pour savoir s'il n'y a pas eu de blessés, si tout se passait bien. Et là, le DJ m'appelle à la cabine. Il me dit, Karim, il me dit, ce que j'ai vu là ce soir, j'avais jamais vu de ma vie. Je dis, quoi? Il me dit, mais t'as vu comment t'as désarmé le mec? Désarmé quoi? Mais il me dit, le couteau. Ah oui, le couteau. J'avais pas vu le couteau. Donc en fin de compte, j'avais mis un coup de pied dans le bras, le mec, il avait le couteau dans le bras, dans la main. Il cherchait la merde à des gens, c'est ça? Mais il essayait de mettre des coups de couteau à tout le monde. En fait, il avait une crise de paranoïa et il avait trop abusé de la drogue et de l'alcool. Il avait une crise de paranoïa et il mettait des coups de couteau à tout le monde. Et donc les gens avaient vu. Mais moi, je ne l'ai pas vu, moi, quand je suis arrivé. Donc, avec une chance inouïe, j'ai tapé dans son bras avec un coup de pied. Et là, le couteau est parti dans la cabine du DJ. Donc le DJ me montre le DJ me montre le couteau. Et je dis, ouais, mais bon, t'en parles pas trop et tout. Il me dit, non, mais attends. Et là, je suis passé pour un super-héros. Sauf que moi, j'ai pas dit que j'avais pas vu le couteau. Ah, c'est vrai. Bien sûr, il avait un couteau, bien sûr, j'ai désarmé. Tu vois. Donc là, je me suis fait une réputation. Je suis passé pour un super-héros. Et ça, c'était ma première intervention au couteau. Après, les autres lames, je les ai vues. Mais non, c'est pas que dans les films, quoi. Les couteaux, c'est pas que dans les films. On peut vraiment se prendre des couteaux. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. J'ai toujours eu de la chance. Tu deviens videur à Val d'Isère après. Ouais. Tu pars à une boîte qui s'appelle le Club 21. Je sais pas si elle existe encore, mais... Non, elle n'existe plus. Mais c'était une sacrée boîte de nuit. C'était la boîte assez hype. Il y avait un peu les célébrités qui venaient là-bas. Et un soir, en fait, tu te retrouves, t'es tout seul et il y a des mecs qui viennent en fait foutre le bordel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une altercation avec des mecs, et donc ils voulaient rentrer, mais ils étaient en survêtement, donc on ne pouvait pas les faire rentrer. Et donc, le mec, je mets une main en barrage pour ne pas le faire rentrer, et puis il force, et puis à force de vouloir rentrer, je l'ai lâché, j'ai mis un coup de coude, et du coup, le lendemain, le mec, il est revenu à la charge. J'ai dit, c'est pas possible, le mec, il avait déjà encore sa mâchoire bien gonflée. Et là, il me sort un couteau papillon. Et là, il commence à me faire passer le couteau papillon entre les doigts pour régler ses comptes avec moi. Sauf que à partir du moment où la personne montre le couteau et ne va pas directement faire l'acte,
c'est qu'il n'a pas vraiment l'intention de te couper. Il veut juste te mettre la pression et te faire peur. Quelqu'un qui veut te couper, quelqu'un qui veut te planter, il va te planter, tu verras rien. Ah ouais. Tu verras rien arriver. Donc j'ai dit, s'il fait ça, c'est qu'il veut juste essayer de m'impressionner. Et là, la journée, on avait une terrasse de restaurant devant la boîte de nuit et il y avait encore les piquets de parasol. Donc j'attrape le piquet de parasol qui est sur le côté. Et je lui aplatis la tête avec le piquet de parasol. Donc je me suis fait engueuler après parce que le piquet avait pris la forme de sa tête et la patronne ne pouvait plus utiliser son piquet de parasol. Donc elle me dit, oui, quand même, t'exagères, le piquet, il est foutu. C'est vrai? Ouais. Et donc, du coup, j'ai récupéré le couteau papillon. C'était un très beau couteau papillon. Donc, ça, il a rien dit après avoir eu le pied de Non, parasol. bah non, il avait une bosse sur la tête avec le piquet de parasol plus la mâchoire gonflée. Je pense qu'en 2 fois, il a été... Il était tout seul? Non, il y avait un collègue derrière lui, mais le côté, ça l'a éteint. Ouais, mais généralement, quand il y en a un qui tombe, les autres, ils sont beaucoup moins courageux. Ouais, beaucoup moins. En fait, il faut toujours taper le mec le plus fort. Le plus fort. C'est ça, c'est vrai, ça? Direct, le chef. Ah oui, comme ça, les autres s'en vont. Ouais. C'est par exemple quand tu es entouré par 2 ou 3 mecs, si tu es contre un mur, tu peux pas t'échapper, tu vas toujours frapper celui qui ne parle pas, celui qui est sur le côté. Parce que si tu es face à moi et puis qu'il y a un mec qui est sur le côté, si je te tape, lui, il va me sauter dessus direct. Par contre, si je frappe celui-là, alors qu'il s'y attend pas du tout, la première chose que tu vas faire, ta réaction, c'est de regarder ton collègue tomber. Et moi, ça me laisse le temps de rentrer sur toi. Tu vois? Donc c'est très tactique tout ça, en fin de compte. Ouais, c'est de la tactique, ouais. Il y a beaucoup de tactique dans le... Oui, c'est ça. En fait, c'est 1 seconde gagnée. C'est 1 seconde gagnée sur l'autre. Ça suffit, en fait. C'est pour l'équitable qui gagne quasiment dans les bagarres de la vraie vie. Contrairement au film où ça dure 4 minutes, c'est rare que des bagarres durent aussi longtemps que dans les films de Jason Statham où ça dure 3 minutes. Non, c'est très court et puis les coups font plus mal qu'au cinéma. Ouais. Quand tu vois ce qu'ils encaissent au cinéma, dans la vraie vie, c'est... Ouais, c'est pas possible. Quand ils tombent d'un balcon et qu'ils tombent à 2 en dessous et que ça repart, c'est pas possible. Ça tombe beaucoup plus vite que ça, ouais. Comment ça se passe ton histoire avec Jean-Luc Delarue? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'étais videur donc à Val d'Isère toujours et t'as une bagarre avec Jean-Luc Delarue. Alors c'était la même saison. Et on m'appelle sur la piste de danse et dans les boîtes de nuit en montagne, souvent les boîtes de nuit sont au sous-sol parce que c'est souvent des anciens garages d'hôtels qui réhabilitent pour le son, par rapport au bruit, pour que ce soit plus insonorisé. Et là, on m'appelle sur la piste de danse, il y a un mec qui est en train de taper tout le monde, qui est complètement taré, il fait le ménage autour de lui, il met des coups de poing dans tous les sens. Donc je le ceinture, sauf que on a des escaliers à monter, justement, parce qu'on est au sous-sol, donc c'est un peu physique pour monter. Et le mec se débat vraiment. Je dis, toi, quand on va arriver en haut des escaliers, quand je vais te jeter dehors, tu vas ramasser. Et donc, on arrive en 2 escaliers, je le jette, et le mec se met en garde en face de moi. Et là, j'arrive pour, pareil, le shooter, lui mettre je crois que c'était un front kick que je voulais lui mettre, enfin, moi, je voulais le shooter. Et là, j'ai mon patron qui se jette sur moi et qui me plaque. Il me plaque contre un mur, il me dit touche pas, le touche pas. C'est la première fois que mon patron m'empêche de taper sur un client qui est hystérique. Et là, je repousse le patron, je dis mais tu me fais quoi là? Il me dit non, le touche pas, on va avoir que des problèmes et tout. Et puis je dis mais c'est qui ce mec-là? Il me dit mais tu l'as pas reconnu? Je dis ben non. Il me dit c'est Jean-Luc Delarue. Alors il avait pas ses lunettes, il a les cheveux comme ça, le t-shirt comme ça. Donc là, effectivement, je l'avais pas reconnu du tout. Et là, le patron commence à parler avec lui. Il dit ouais, tous les hivers, tu nous fais ça. Tous les hivers, on te laisse rentrer. Tous les hivers, tu nous déclenches des bagarres. Donc tous les hivers, il venait et il déclenchait des bagarres. Parce qu'en fin de compte, il avait l'alcool et surtout la cocaïne très mauvaise. Et d'ailleurs, il avait eu une altercation dans un avion. Dans un avion avec une hôtesse, non ? Voilà. Et j'avais appelé justement les journalistes pour leur dire justement que j'avais vécu la même chose avec lui parce qu'il avait vraiment des crises de paranoïa profonde quand il était sous cocaïne. C'est marrant parce qu'à la télé, c'est genre idéal. Ah oui, oui. Je ne le voyais pas du tout violent. Ouais, mais il pouvait revenir le lendemain et s'excuser. Hein. Ah oui? Ah oui, il était... c'était vraiment une montée de... c'était vraiment... Il n'était plus lui-même du tout. C'était une autre personne. Et je l'ai vu à son regard. Il avait un regard, il était perdu. Perdu, mais agressif. Ah ouais. Ah, vraiment. Alors, on va parler des forces spéciales après que tu as formé. Juste avant, tu as une histoire avec Hatton, justement, du GIGN, qui nous avait raconté ici, mais c'est bien d'avoir ta version aussi. Vous avez eu une bagarre tous les deux, il nous avait dit qu'il y en avait eu pour, je crois, 250 000 francs de réparation à l'époque dans le bar. Il était ravagé. Et c'est vrai que le bar, je vous mets une photo, allez, ça s'affiche à l'antenne.
voyez la tête du bar, il est complètement dévasté. Là, il n'y a qu'une photo de l'extérieur, mais c'est la même chose à l'intérieur. C'était pareil. Est-ce que tu peux nous raconter ta version, toi? Est-ce que tu as vécu, parce que vous étiez au même moment, et comment tu l'as vécu? Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être obligé de dénoncer un petit peu Hatton dans l'histoire. Non, en fait, on est parti dans une soirée pour lui, parce qu'il avait une altercation avec un mec. Voilà, ils étaient plusieurs sur lui dans une soirée, il l'avait embrouillé, et il voulait régler ses comptes avec le mec, sauf qu'il était seul. Donc il dit, est-ce que vous pouvez venir avec moi? Ok, on y va, on va dans le bar, on croise les mecs avec qui il a eu l'altercation, et les mecs se dégonflent direct. Bon, j'étais avec mon frère, et on était tous les trois assez costauds. Mon frère, c'est une armoire à glace, et il a une tête de pas gentil du tout. Plus que toi encore? Ah oui, mon frère, c'est ma taille, mais lui, il fait 105 kilos. C'est vrai? C'est un pilier de rugby, et puis il a la force d'Hercule. Donc, déjà, quand on te voit toi, on n'ose pas imaginer ton frère. Ah ouais, lui, c'est le petit frère. Ouais, c'est le plus costaud de la famille. Et lui, il est tombé dans la potion quand il était petit. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et donc quand on est arrivés tous les trois, les mecs se sont dégonflés. Ils disent, tiens, on va aller voir un pote qui est portier dans un bar, donc ce fameux bar. On va passer dire bonjour à Gilbert, qui s'appelle. Et puis donc on arrive, et là le mec, j'ai cru qu'il allait pleurer quand il nous a vu arriver. Je suis trop content que vous soyez là, vous allez me sauver Non, le portier. Ouais. Je suis trop content que vous soyez là, vous allez me sauver la vie. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai 12 gitans à l'intérieur, ils sont en train de me mettre la misère à l'intérieur, ils vont me retourner le bar, je sais plus comment faire pour gérer, quoi. Je peux plus gérer, quoi. Les mecs, ils pissent partout, ils touchent les femmes, ils mettent des mains aux fesses aux femmes, et les mecs, ils disent rien parce qu'ils sont comme ça. Les mecs, les gitans, c'était que des costauds, quoi. Puis les mecs, ils aiment se battre, et puis ils savent se battre aussi. Et bon, ok, on se met à une table, et puis il dit, balance-nous la tequila, hein. Donc on s'est mis 2-3 tequila paf pour faire monter la pression. Et puis, le premier qui sort un mec, tout le monde suit. Ce qu'il faut, c'est qu'on sorte les mecs à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on n'aura pas le dessus. À l'extérieur, on était 4, avec lacrymogène. Voilà, on pouvait arriver à les sortir et à les gérer dehors. Gilbert sort un mec, c'est là que je crois qu'il prend un coup de couteau. Et moi, j'arrive au bar, j'en attrape 2 par les génitales. Ils étaient contre le bar, je les attrape par dessous, par les génitales, je les lève. Le boucher. Et je cours avec. Donc les mecs... Je te fais le truc, sur les pointes de pied, comme ça, en train de se tenir les couilles. Et je les sors du bar. Et là, attends, une fois dehors, en fait, je cours dehors. En fait, il n'y a pas de belles prises, il y a des prises efficaces, quoi. Ouais, voilà. Puis là, j'avais une bonne saisie, là, j'étais bien... En général, tu obéis quand tu as... Voilà. Donc les mecs, la seule chose qu'ils essaient de faire, c'est de se libérer. Donc ils essaient pas de s'accrocher à quoi que ce soit, parce que si tu serres fort, ça fait mal. Donc je suis sorti, et là... Blackout. J'ai pris une chaise, en fait. Je sais pas, il y a un qui a suivi, qui a pris une chaise en plastique de jardin qu'il y avait sur la terrasse, et il me la casse sur la tête. Donc je perds connaissance. Ah oui? Ouais, je tombe par terre, connaissance. Je perds connaissance. Mais je me réveille, quoi, 10 secondes après. Et là, je me réveille, et c'était en train de partir dans tous les sens. Mon frère, Hatton, tout le monde en train de se battre, Gilbert aussi, le portier qui, lui, mettait des coups de gazeuse. Et on avait un copain aussi qui était là, qui nous avait filé un bon coup de main. Et qui gazait lui aussi. Et puis là, je me relève, et puis là, c'est parti. Donc on en prenait 1, 2, 3, mais le problème, c'est que les mecs qui tombaient, ils se relevaient aussitôt. On leur mettait des droites, ils tombaient, ils se relevaient comme si de rien n'était, quoi. C'est pas possible. Comme dans un jeu vidéo, ça. Ah oui, non, mais les mecs, ils étaient tellement pleins de cocaïne qu'en fait, ils sentaient pas les coups. La cocaïne, ça rend vraiment plus fort, oui, ça inhibe la douleur. Mélangé à de la tequila, le cocktail, il est explosif, quoi. Donc, bon... on continue à se battre parce que ça dure un bon petit moment. Et à un moment, je vois un mec qui essaye de mettre un coup de pied à mon frère, qui se casse la figure. Mon frère lui chausse la tête, c'est-à-dire lui met un coup de savate. Sauf que mon frère, à l'époque, il était vice-champion de France de vitesse sur piste, tu sais, sur les anneaux là, en vélo. Là. Il a des cuisses, il faisait 220 kilos au squat, il avait des cuisses comme ça. Donc lui, quand il te met un coup de pied, il t'arrache la tête. Ouais. Le mec, il l'a relevé, il lui a mis un coup de pied, ça l'a remis debout. Le mec, il avait plus de dents, il avait la bouche ouverte. Et le mec, il continuait à te parler comme si de rien n'était. Alors, ça faisait des giclées de sang parce que il avait tout ouvert, donc c'était difficile de comprendre déjà. C'est quoi cette bagarre de boucherie? Ah, c'était une boucherie. Et ça continue. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a vu que Gilbert avait pris un coup de couteau, que là, du coup, les mecs, ils ont des couteaux. Donc, on a commencé à attraper les chaises pour les repousser avec des chaises, avec tout ce qu'on avait. On avait même commencé à attraper des bouteilles en verre. Et là, le fameux mec qui prend les 42 points de suture, donc que Hatton avait raconté,
il y a un mec qui court dans le dos de mon frère avec un couteau. Et là, j'avais attrapé une batte de baseball. Et le mec, il arrive pour mettre un coup de couteau dans le dos de mon frère. Je lui prends la tête avec la batte de baseball. T'as pas eu peur de le tuer? T'y penses pas à ce moment-là. Ouais, tu vois ton frère qui va prendre un coup de couteau dans le dos. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je casse la batte sur la tête. La batte me reste dans les mains, cassée. Le mec, 42 points de suture. Le mec, il est resté debout. Mais non. Non, je te jure. Et à un moment, on se retrouve acculé derrière une voiture, moi avec mon bout de batte de baseball qui était cassé. Et là, les mecs commencent à nous entourer. Et là, Hatton, il avait un push dagger. Non, je suis désolé, je suis obligé de le dire. Je sais pas ce que c'est. Un push dagger, c'est un couteau avec une lame qui passe entre les doigts. Tu le tiens tu le tiens entre les mains et tu as la lame qui sort comme ça. Et t'as la lame, tu peux mettre un coup de poing avec. Et tu peux pas le perdre si tu veux. Mais alors, par contre, ça rentre comme dans du beurre, quoi. Et là, Hatton, il sort le couteau. Et j'ai dit, non, mais là, ça y est, il a vrillé. Ouais, là, c'est trop. Là, il est parti, il va tuer quelqu'un. Ouais. Et là, on entend en même temps les mecs, ils disent, on va chercher les fusils dans le coffre. Donc, il a dit, stop. J'ai dit à tout le monde, on rentre dans le bar, on camoufle, on barricade le bar et on met tous les meubles et tout contre le bar pour pas que les mecs rentrent, parce qu'il y avait 50 personnes à l'intérieur du bar qui étaient complètement transi de peur. Ah, tu m'étonnes. Et qui n'arrivaient même plus à sortir du peur. Il y a des filles qui ont été traumatisées. Hein, non, mais c'est normal. Même des mecs. Ouais. Il y a des gens qui ont été traumatisés par cette bagarre. Et une fille, elle a même plus reconnu son père quand il est venu la chercher tellement qu'elle a été traumatisée. Il y en a qui sont pissés dessus. Hein. Donc, donc là, on a barricadé le bar et on a attendu les gendarmes. Et en attendant, les mecs essayaient de rentrer, à casser le bar. Et c'est là qu'Hatton, il avait une barre de fer, qu'il avait cassé une vitre. Il leur mettait des coups de barre de fer à travers la vitre. Enfin bon, c'était du grand n'importe quoi. Et ça, c'est dans le journal, non? Il y a eu. Alors, c'est la photo du journal, hein, c'est ça? Je vous la remets, la photo, parce qu'on voit bien comme ça les dégâts. En fait, t'as barricadé, on voit sur la droite, sur la fenêtre, t'as mis les tables. Ouais, les tables, les comme fauteuils. Un siège, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'on pensait qu'ils allaient venir avec des fusils. Et juste une question bête. Pourquoi, dès que tu sais qu'il y a 12 gars qui sont bourrés, qui sont sous coke, pourquoi vous n'appelez pas tout de suite la police? Alors ça, c'était au patron de le faire. C'était pas à nous. Nous, on était dans l'action. Donc, c'était pas notre responsabilité. C'était à lui de prévenir les forces de l'ordre. Il l'a fait, sauf qu'ils sont arrivés 1h30 après. Oui, ou c'est en campagne, ou non, il y a du temps. Et déjà, ils sont en sous-effectifs. C'était une gendarmerie départementale, donc très peu d'effectifs. Et là, on est arrivé 3 gendarmes qui étaient plutôt plus en fin de carrière et qui n'étaient pas très motivés. Et d'ailleurs, qui s'en sont plus pris à nous qu'aux gitans. Ah bon? Oui. Bah, nous, dans le journal, on est passé pour les agresseurs. C'est-à-dire, dans le journal, on était passé dans le sud-ouest et disait qu'on était 3 personnes connues des services de police, alors pas du tout, et qu'on avait agressé les gitans dans un bar. Ah oui? Nous, on avait agressé des gitans dans un bar. Enfin, tu vois un peu... Le schéma, quoi. Donc, Et t'as eu des problèmes, in fine? Non, pas du tout. Bah non, parce qu'en plus, ils étaient recherchés pour trafic de drogue, les gitans. Ah oui, donc, ils ont été interceptés grâce à cette histoire. Ah, ok, wow. Voilà, ils étaient recherchés, je crois, par Interpol pour trafic de drogue, donc c'était du lourd. Et là, tu aides Hatton, tu aides Philippe, donc il s'appelle, à rejoindre le GIGN. Tu le formes à la bagarre. Alors non, je ne le forme pas spécialement à la bagarre. Alors bien sûr, on a travaillé des techniques de self-défense que je connaissais à l'époque, parce qu'à l'époque, je ne pratiquais pas le sport, le Krav Maga, j'étais plus dans le MMA. Mais là où je l'ai préparé, c'est surtout en prépa physique. Donc voilà. Donc j'ai fait une préparation physique sur plusieurs années, parce qu'il avait d'abord les tests à passer. Une fois les tests, après, il avait la formation qui dure plus de 10 mois, donc il fallait qu'il tienne le coup pendant cette période-là. Et donc voilà, donc là, dans toute cette période-là, il a fallu que je le prépare physiquement, et lui s'est préparé 2 ans avant de faire les tests. Donc c'était très très long, parce qu'il était en gendarmerie mobile, et pendant ces 2 ans-là, il était focus GIGN, focus. C'était vraiment, comme tu disais, c'est la détermination qui a fait que... Mais juste une dernière histoire, parce que tu en as eu beaucoup, et on le voit là, mais là, on n'a qu'un échantillon, hein. Un jour, tu es obligé de sortir un fusil à pompe de ta boîte de nuit, en tant que videur aussi, là. C'est ça, et tu étais avec Hatton, justement, ce jour-là. Pourquoi tu as sorti un fusil à pompe? Alors, donc, je travaillais dans une discothèque qui s'appelait le Bilboquet, pas loin de Royan, à Épargne exactement. Et cette boîte de nuit, elle était mal fréquentée, on va dire. Donc, on nous avait appelés pour faire un peu le ménage, pour nettoyer un petit peu. Ouais. Et donc, je bossais avec une équipe qui était moyenne, j'avais pas trop confiance. Donc, j'avais demandé à Hatton qu'il vienne me filer un coup de main, parce que j'avais pas trop confiance au portier qui bossait avec moi. Et il fallait envoyer du lourd, là, parce que les mecs qui étaient en face, c'était pas des tendres. Et donc, un soir, c'est Hatton il vient me chercher dans la boîte de nuit, il me dit « Karim, ça tire sur le parking ».
Je dis, ça tire. Alors la plupart du temps, c'est du grenaille ou des balles caoutchouc, Ouais, des ou balles des à blanc, pétards. ouais. C'est pas trop. Sauf qu'Atan, il avait quand même fait son 2 ans de service militaire dans les paras. Il savait reconnaître un tir. Et donc on sort. Et là, on se retrouve confronté aux 2 mecs qui étaient armés. Dont un qui était armé. On ne dira pas le nom. Hein. Ouais, il y en a qu'un qui était armé. Et le mec, il dit, ouais, qu'est-ce que vous faites là? Rentrez dans votre boîte de nuit, c'est nos problèmes. Non, c'est pas votre problème, c'est notre problème. Nous, on est là pour gérer la sécurité, donc vous vous calmez, qu'est-ce qui se passe? On a une altercation, on va régler à notre façon. Non, vous réglez rien du tout à votre façon. Mais bon, c'était difficile d'avoir une communication intelligente avec des mecs défoncés et qui en plus ont une arme dans la main. Ne sachant pas ce que c'était, ça pouvait très bien être du grenaille ou même de la balle à blanc, hein, on ne savait pas trop encore. Et là, le mec nous braque avec le flingue et son collègue tape dans sa main et en tapant dans sa main, le coup part par terre. Et là, là, j'ai vu que c'était des vraies balles. C'était du 9 mm. Et là, on a eu peur. Hein. Vraiment, on a eu peur. Donc avec Nathan, on s'est regardé, on est rentré tout de suite dans la boîte de nuit. Et c'est des vieilles boîtes de nuit, des anciennes fermes avec des grosses portes cochères en bois épaisses. Donc derrière la porte, on a été protégés. Donc on se cache. Les mecs repartent sur le parking, continuent à tirer. On ne peut pas laisser les clients se faire tirer dessus. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, tu veux qu'on fasse quoi? Je dis, moi j'ai mon pompe dans le coffre. Mais il dit, le problème, c'est que c'est derrière eux. La voiture est derrière leur place. Donc il faut que je passe par la sortie de secours. Il ne faut pas que je me fasse griller, quoi. Il me dit, bon, bah, je les appelle et je vais essayer de discuter avec eux. Donc Atton sort dehors face à eux et essaye de parler avec eux. Et là, c'était compliqué, hein, parce que les mecs étaient armés. Là, il fallait avoir des couilles. Hein. Donc il les appelle, il essaye de les calmer, dialoguer avec eux. Et moi, je sors par la sortie de secours. Pour leur attirer l'attention. Voilà. Et moi, je sors par la sortie de secours, je longe des murs. Et là, autour de ma voiture, il y avait pas mal de monde qui était agglutiné autour de ma voiture parce qu'ils s'étaient réfugiés juste à cet endroit-là après les coups de tir, après les tirs. Donc, je dis aux gens, écartez-vous, cachez-moi, j'ouvre le coffre de la voiture, je sors le pompe, je dis, faites pas de bruit, dites rien. Je prends le fusil à pompe et je me glisse tout doucement derrière les mecs qui étaient dans la rue, devant la boîte de nuit. Et là, coup de poker, hein. C'est soit tu tires et puis ça se passe bien. J'avais des balles caoutchouc. J'avais des balles caoutchouc dans le fusil, c'était pas des balles létales. Et là, je me mets derrière eux et j'enclenche la première balle. Et le fusil à pompe, ça a un bruit particulier, donc ils ont reconnu le bruit. Et là, je les ai braqués et c'était un canoncier. Un canoncier, ça part comme ça, hein, quand ça tire. Donc ils savaient qu'ils allaient être touchés si je tirais, quoi. Et là, ils n'ont pas eu le réflexe de me tirer dessus. Ils ont sauté dans leur voiture, c'était une 205 GTI à l'époque. Et ils sont partis plein de balles. Et voilà l'histoire. Et là, cette histoire-là, elle nous a marqué parce qu'on est resté 1 ou 2 mois encore dans la boîte de nuit. T'avais peur qu'ils reviennent? Tous les week-ends, on était armés. Tous les week-ends, on était à être vigilants, à savoir si les mecs n'allaient pas revenir pour nous tirer dessus. Parce que quelques temps avant, ils avaient vu la même chose dans une boîte de nuit à Angoulême. Ils avaient envoyé une rafale de tir automatique dans une porte de boîte de nuit. Et t'as jamais eu envie de changer avant tout ça? Si. Mais en fait, c'est la rencontre de la mère de mes enfants qui m'a fait changer. Donc j'ai rencontré la mère de mes enfants et elle m'a fait vraiment changer de vie. Et après, j'ai eu l'envie d'avoir des enfants. J'ai dit, bon là, stop, j'arrête parce que là, c'est pas possible. Donc j'avais passé tous mes diplômes dans le sport. T'avais quel âge quand t'arrêtes de videur? 32 ans. 32 ans. 32 ans. Et c'est là où tu te mets au Krav Maga? Ouais. Alors je suis parti de la région carrément parce que là, il fallait que je laisse ma vie complètement à côté parce qu'autrement, j'étais trop pollué par mes anciennes relations en fait. Et qui sont eux restés là-dedans, dans le milieu de la boîte de nuit, ce milieu malsain. Donc il fallait que je change de vie totalement. Donc je suis parti dans le sud de la France et je suis rentré aussi pour être préparateur physique d'un club de rugby à 13, qui était semi-pro à l'époque. Donc c'est l'élite en rugby à 13. Et ils m'ont pris comme préparateur physique. Et je travaillais dans une salle de remise en forme aussi. Et là, j'ai commencé le Krav Maga, là-bas à Toulouse. Ok. À côté de Toulouse. Ça a été une révélation pour moi, le Krav Maga. J'ai dit, ça fait des années que je travaille dans la sécurité. C'est la première fois que je pratique une discipline qui répond vraiment à la self-défense et aux agressions contemporaines. C'est-à-dire que... c'est le plus utile en cas de vrai problème. Voilà. Sachant qu'il faut quand même avoir une base pied-point. Et là, je rejoins un peu ce que dit, par exemple, Greg MMA. Tu ne peux pas être bon en self-défense si tu n'as pas une base de pied-point ou de MMA. Il faut savoir prendre des coups et en donner avant de faire de la self-défense. La self-défense, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce que tu vas rajouter en plus qui va te permettre de défendre contre un couteau, contre une matraque, contre une arme à feu, voilà, ce genre de choses, de situations qui sont contemporaines. Si tu te bats contre Greg MMA, qui gagne?
Ma seule chance, moi, de pouvoir battre Greg, alors j'ai mis les gants avec lui sur sa chaîne, c'est le vice. C'est-à-dire si j'arrive à lui attraper les couilles, lui mettre les doigts dans les yeux ou lui arracher la pomme d'Adam avec les dents. Parce que sinon, il est... Ah bah oui, physiquement, déjà, il fait 20 kilos de plus que moi. Il est plus jeune, donc il a plus de cardio. On n'a pas le même âge. Et puis, il est très puissant. Il est plus puissant que moi. Donc, automatiquement, s'il touche... et puis, il a un passé martial qui est quand même plus important que le mien. Donc ça, faut... C'est à quoi un passé martial? Bah, il a en compétition. Moi, j'ai fait de la compétition, mais en amateur. Je suis toujours resté en amateur en compétition. Lui, il a été dans un cadre professionnel. Et puis, il est sur Paris aussi. Donc, il a eu des sparring beaucoup plus performants, puissants. Donc, tu sais, à force d'avoir des sparring puissants et forts techniquement, tu ne peux que progresser. Est-ce que tu serais d'accord pour nous montrer, parce que je sais que tu donnes des cours. Encore aujourd'hui, tu donnes des cours? Ah oui, oui, c'est... Où ça? Alors, sur La Rochelle, alors, je donne des cours dans 2 endroits, dans un endroit qui s'appelle le Five à La Rochelle, et puis au Fitness Park d'Angoulins, donc c'est à côté. Et donc, je donne des cours dans ces 2 établissements. On va parler de comment tu as formé les forces spéciales après, notamment aux Émirats. Mais avant de faire ça, est-ce que tu serais d'accord pour nous montrer un exemple de comment désarmer quelqu'un au couteau qui arriverait sur toi menaçant? Ouais. Parce que si jamais, tu dis, s'il essaye de t'attaquer, par contre, il y a peu de chance. Très peu de chance. Faut mieux courir. Ouais, oui, voilà. Ou alors prendre un objet, trouver quelque chose, une table, une chaise, un objet pour repousser, mettre de la distance entre la personne. Voilà, si je suis dans la rue et puis que je vois une pierre par terre, ben, je vais prendre la pierre, je vais lui jeter au visage. Enfin, je vais essayer de trouver quelque chose. Maintenant, à main nue, quelqu'un qui vous attaque vraiment, s'il veut vous planter, il vous plantera. Donc c'est juste quelqu'un qui est menaçant. Menace, oui, c'est possible. Je vais clapper, on va faire rentrer Louis dans 2 secondes. On va se mettre debout, Louis, c'est notre auteur, qui s'était déjà pris des droites par Greg MMA, je ne sais pas si tu avais vu. Ouais, j'ai vu. De plus en plus fort, 10%, 20%. Il est courageux. De sa force. Il est courageux, il allait loin. Ouais, il est courageux. On va voir s'il est aussi courageux avec toi, si tu arrives à le maîtriser. Ouais. Alors que lui a un faux couteau, c'est toi qui l'as ramené. Ouais, j'ai ramené un couteau en mousse, quoi, qui fait pas mal d'entraînement. Un plastique dur, ouais. Et il va t'attaquer avec, on va voir comment tu réagis. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, on a enlevé tous les sièges de la table. Louis, qui est là, qui est auteur de l'émission, merci. Je précise pour les assurances. Je précise, et c'est la vérité, c'est toi qui as eu l'idée. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est toi l'idée. qui as proposé. Et c'est ça où ce mec est fou, c'est qu'il propose. Parce que Greg MMA, t'es allé loin quand même. Hein. Ouais, je suis allé loin. Après, je pense qu'il a été sympa avec moi, mais ça m'a sonné pendant 2 jours. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes de faire? Je vois que tu as un couteau dans la main. Alors bon, déjà c'est un couteau d'entraînement, il est flexible, c'est un couteau en plastique. Donc là, ce qu'on va faire, on va travailler sur des menaces. Concrètement, les attaques, comme j'ai expliqué, c'est très difficile de les bloquer et ça serait un peu utopique de penser qu'on peut être efficace sur des blocages face à quelqu'un de déterminé. Par contre, les menaces, on peut. On peut parce que c'est facile de détourner l'attention et de réagir rapidement pour pouvoir s'exfiltrer, enfin s'échapper. Donc là, je fais une petite pause, il a la jambe qui tremble. Mec, c'est ce que j'allais dire, je tremble de la jambe. Je vois ta jambe trembler, voilà, comme un coq en pâte. Ça va lui faire mal ou pas? Concrètement, non, je vais y aller tranquille. C'est le concrètement qui fait peur. Disons que normalement, sur les techniques, on frappe les points vitaux. Et là, je vais ni frapper au visage, ni frapper les génitales. Je vais juste faire une simulation de frappe. Donc là, je vais me reculer. Je vais protéger, non pas Louis, mais l'enseigne lumineuse. Qui coûte très cher. Plus cher que Louis, peut-être. Non, puis il faut faire attention à l'onde de choc aussi. Non, blast. Non, je reste là pour au cas où tu tombes dans les pommes, t'as allumé, tout ça. J'ai une formation de secouriste. Voilà. J'ai fait la matinée... PSC1. Voilà, PSC1. Donc, t'es prêt? écoute, quand tu veux. Je sais pas. T'es chaud patate? Là, il te menace, c'est ça? Bah, il va essayer, en tout cas. Donc, vas-y, tu me fais une menace. Je suis un bonhomme, je vais te plier. Ok. Tu veux quoi? Je veux ton portefeuille, mon gars. Ok, c'est bon. Pêche-toi. Tiens. Oh. Ok. Ça va? Oui, très bien. Allez, super, je me suis un peu ready. Pas mal, pas mal. Le plan ralenti va être pas mal, je vous le dis. Là, c'était donc la démonstration couteau, ça va? Ouais, ça va super vite en fait. Ça t'a choqué? Bah, tu ne comprends rien à ce qui se passe. En 2 secondes, tu te retrouves par terre avec
un Et bras, encore, là, tu le fais un peu ralenti, entre guillemets. Genre, Bah, disons que je mets pas les impacts. Là, normalement, je fais une frappe génitale, j'enchaîne une frappe à la pointe du menton pour lui faire perdre de la lucidité, amener des douleurs aussi, qui fait qu'il sera moins figé sur son couteau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Est-ce que tu as un autre geste intéressant? On peut partir sur une technique de gifle, par exemple. Ok. Hein, donc, par exemple, tu mets une gifle main ouverte au visage. Tu vas mettre une gifle? Non, toi, tu me mets une gifle. Non, mais vas-y doucement, vas-y doucement. Ok. Je te mets une gifle. Ouais. Et tu vas la prendre là. Ouais. Hein Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est Alors, la technique. Je décompose. Là, je vais en faire une autre qui est peut-être un peu plus facile. Tu auras une gifle. Donc, je bloque. C'est ce qu'on appelle un double cover. Donc, on protège son visage. La main du haut va venir frapper le nez et boucher sa vision. D'accord? Et regardez, avec le poing arrière, je vais venir frapper dans le plexus. Donc, vas-y, refais là. Ça fait du bruit d'ici, il tape, hein. Mets de la vitesse. Non, il a vrai. Donc là, Ah maintenant, ouais, tu fais ça, pam, pam. Ah ouais. je vais prendre la patte d'ours. La patte d'ours, c'est-à-dire que tu vas taper vraiment. Ouais. Et là, je vais montrer juste le point à la fin. Donc, tu mets une main en haut, tu mets une main en bas. Oh là. Voilà. Donc, tu te rappelles, tu m'as mis une gifle. Donc, j'ai fait mis une ce gifle. qu'on appelle un double cover. Donc, je protège mon visage, d'accord, et la pointe du menton. La main du haut Ouais. va venir frapper l'arête nasale Ok. et boucher ta vue en même Ah temps. ouais, je vois rien, Ce qui là. fait que là, le point, quand il va Je vois arriver, Ah ouais, tu sens la... j'ai pas mis de force. Bah, hein. tu veux. Oh, Non, je suis pas... Ça va? ça va. je sais pas si- Ah ouais, c'est ta... Non, j'ai pas mis de force. C'est vraiment du défi. Il a pas mis de force. J'ai le déjeuner qui est remonté. Il a pas mis de force. Donc là, imaginez, ouais, avec l'épaisseur qu'il y a, s'il n'y a pas d'épaisseur, qu'on arrive directement. Bah, tu brises. Ah ouais. Tu brises tout là. Marion, tu Bah, veux essayer, regarde, là là, par exemple, si je te fais ça et que je rentre juste ici, toi, Ouais, ok. tu souffles bien à l'impact. Ok, vas-y. Oh, Ah ouais. oh my god. Oh. C'est, toi, de là à là, déjà, rien que ça. Juste de faire ça. Ah oui, tu. Mais teste un peu, Guillaume. Super. Non, mais moi, franchement, c'est... Moi, je vais te dire... Mais donne-toi pour le Non, mais m'aider un moi, peu. je vais... Moi, si je fais ça aujourd'hui, tu sais très bien que j'ai mal au ventre. Je vais pas Ah oui. te dire. Mais c'est pas la journée. Mais en tout cas, je te remercie, je te remercie en tout plaisir. cas de proposer en tant que copain. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? J'imagine que non. Voilà, j'avais déjà ma réponse, mais je propose, on sait jamais s'il y a des... Ok. Est-ce qu'on pourrait essayer le contraire, c'est-à-dire que c'est toi qui l'attaques au couteau et lui qui te désarme? Ouais. Ou est-ce que c'est très compliqué en ayant regardé une fois? Non, on peut essayer. On peut essayer. Après, il faut juste que tu comprennes les zones d'impact. Très bien. Donc là, on était ici, dans Ouais. cette position-là. Mhm. Donc là, il va y avoir deux zones d'impact simultanées. Très bien. Donc tu viens frapper sur les phalanges ici. Ok, les Tu viens phalanges. frapper avec la paume de la main Ok. à la base du poignet simultanément. Donc En les même deux temps. percussions arrivent en Ok. même temps. Sauf que là, derrière, tu ne relâches pas. C'est-à-dire que là, Ouais. une fois que tu as fait cette double percussion, Mhm. cette main-là, elle reste. Ce qui fait que si tu gardes, le couteau n'est pas parti, Ok. tu as encore le contrôle. C'est pour ça qu'après, Ok. j'ai frappé les génitales et j'ai frappé ici. Ok. Ce qui est la clé de bras que je t'ai fait tout à l'heure. En fait, le couteau va te ramener Ok. le couteau La va lame. revenir à la gorge. Tu tapes simultanément là et là. Là, voilà. Donc C'est là, ça. ta paume de main, elle va être ici. Et l'autre là. L'autre ici. Ok. Et là, il faut que ton avant-bras passe au-dessus de la lame. Parce que D'accord. sinon, la lame, elle va être bloquée. Je comprends. D'accord? Donc là, faut que tu orientes. Vas-y, je vais faire vite. Voilà. Alors, regarde, ce que tu as fait, Ouais. c'est que tu as écrasé. Ok. C'est-à-dire que là, tu as tapé les deux mains au même endroit. Ok. Il faut qu'il y ait un décalage. J'ai compris. ici. Ok? Très bien. Ah, très bien. Là, tu l'as lâché un peu, non? non. Il a tapé au bon endroit. Ah, c'est Attends. vrai? Ouais. Attends, Attends, refais, attends, refais. quoi Je me sens très fort maintenant. Je vais aller embrouiller tous les mecs. Alors, il y a quelqu'un qui veut sortir un couteau? Non. Ah ouais, si. Ok. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de me faire défoncer. Essaye de trouver un autre happening pour un prochain invité. Bah, Encore plus violent. Douceur peut-être un jour. C'est Des ça. bisous, des Un câlins. truc agréable. Merci beaucoup. Merci. Bah, merci à vous, les gars. Merci Karim. On continue l'émission. Louis va aller se reposer un petit peu. Allez, voilà. On est revenu en position classique du plateau. Merci pour la petite démo. Avec plaisir. Tu peux me le dire maintenant, il n'est plus là. Tu y allais gentiment ou pas? Oui, j'étais gentiment. C'est pas évident de montrer de l'efficacité tout en préservant l'intégrité physique de la personne qui est en face, parce qu'elle est en stress, elle ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver, et quelquefois elle a un geste parasite qui peut justement perturber la technique et voire la blesser. Donc c'est très difficile, il faut vraiment y aller avec beaucoup de précision, mais on ne peut pas s'investir à fond. Physiquement, on ne peut pas y aller. Oui, tu peux pas y aller Ça à se fond. prépare.
En 2009, tu te ranges, entre guillemets, donc tu disais que tu devenais prof de musculation et président d'un club de Krav Maga. Tu as un deuxième enfant. Ouais. Tu en as combien des enfants, toi? Alors j'ai Kylian, qui va avoir 19 ans, et Kenzo, qui va avoir 17 ans. Donc tu as 2 enfants. Que des K dans la famille. Voilà. Avec la lettre K, c'est ça, tous les prénoms. KMKC3, c'est le logo de mon club, et KC3, c'est Karim Clémenceau, Kylian Clémenceau et Kenzo Clémenceau. Ah oui, d'accord. Voilà. Pas mal. Et ils font des sports de combat aussi, donc... Avant qu'on parle, pour terminer, des forces spéciales, de ta formation, comment tu as fait garde du corps, contracteur aussi, certains disent mercenaire, je sais pas comment... Oui, c'est à peu près le même mot. C'est la même chose. Tu as eu une histoire avec un SDF qui a essayé de te faire du mal et ça a un peu bouleversé ta vie, cette histoire. Ouais, ça aurait pu détruire ma vie même. Je partais de la salle de remise en forme pour aller donner un cours de Krav Maga dans mon club. Il était 20h le soir, c'était en janvier. Et j'arrive à un feu, c'était une double voie. J'arrive à un feu qui passe au vert. Donc au moment de passer, il y a des SDF qui passent, des punks, qui passent avec leur chien au rouge. Donc la voiture qui est à côté de moi klaxonne pour avancer. Et donc il y a un des SDF, le plus grand, certainement le chef de la bande, qui s'énerve un peu et met une claque sur le capot de la voiture. Et j'ai senti la personne transit peur au volant à côté, je la regardais et moi ça m'a vraiment énervé parce que je supporte pas les gens qui imposent, tu disais. Voilà, qui imposent leur façon de vie. Ils vivent comme ils veulent, mais ils l'imposent pas aux autres, quoi. Donc du coup, je suis sorti de la voiture, j'ai dit, tu vas bouger un petit peu? Bah vas-y, fais-moi bouger. Moi, j'ai dit, pas de souci. Donc je fonce dessus, je l'attrape par le bras et je le pousse une première fois pour le faire dégager, en faisant attention aux autres parce qu'ils n'étaient pas trop loin, il y avait des chiens, enfin le contexte était particulier. Et il n'avait pas complètement traversé la route, donc je le reprends une deuxième fois, je le repousse. Et au moment où j'essaie de le repousser, il me dit, lâche-moi ou je te coupe. Donc moi, réflexe, je regarde les mains. Et je vois qu'il a une lame dans la main droite. Et là, réflexe, je me décale et je lui mets une gifle en étant vraiment de profil par rapport à lui. Donc je lui prends pleine face, gifle main gauche et il part à l'horizontale. Et donc pas de réflexe parce que bon, j'ai su après qu'il était sous drogue et sous alcool. Donc aucun réflexe et la tête vient taper le bitume et j'entends au bruit que c'est pas bon. Ça a tapé vraiment fort. Donc je le prends, je le tire sur le bord de la route, je le mets tout de suite en PLS pour essayer de voir s'il respirait et tout, parce que j'ai senti que le choc avait été vraiment violent. Et là, il y a tous les autres SDF qui me sautent dessus, qui commencent à me jeter des bières. Voilà. Il y avait les chiens qui commençaient à me gueuler dessus. Alors, j'ai dit, là, le contexte n'est pas bon. Je saute dans ma voiture, je pars et j'appelle tout de suite la police pour qu'ils appellent les pompiers. Il me dit, oui, vous inquiétez pas, on gère. On a l'habitude avec eux, on a souvent des altercations avec eux. Donc on s'en occupe, rentrez chez vous, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ouais, mais dépêchez-vous, envoyez les pompiers, parce que le mec, il était inconscient quand même, donc ça m'inquiète un peu. Et puis, la soirée se passe, je fais mon cours, je rentre chez moi le soir. Le lendemain, la police vient me chercher avec les menottes et elle me dit, le monsieur que vous avez giflé hier, il est dans un coma profond entre la vie et la mort. Et alors là, la claque. J'étais avec ma femme, et là, le monde s'écroule. Le monde s'écroule parce que je dis, mais je vous ai appelé pour que vous appeliez les pompiers. Il m'a sorti un couteau. Il me dit, le procureur nous a dit, on vient te chercher, donc on vient te chercher. Tu vas en garde à vue. Donc je pars en garde à vue j'ai une 48 heures en garde à vue. Et là, bon, j'ai eu la misère pendant 48 heures, hein, comme toutes les gardes à vue. Hein, voilà. Donc eux, ils voulaient absolument... Moi, je suis tombé sur des policiers qui n'étaient pas du tout sympathiques. Et d'ailleurs, il y en a même un qui s'est excusé après, qui est venu me voir, il s'est excusé en privé. Et en fait, c'était la première enquête de l'OPJ. Et il voulait absolument aller dans le sens du procureur. Et donc, il a fait l'enquête à charge. Mais il n'a pas cherché du tout à savoir si le mec avait vraiment une arme. Parce que l'arme, ils ne l'ont pas retrouvée. Comme c'était dans la rue, qu'il est tombé par terre, peut-être que c'est les autres qui ont ramassé le couteau. Donc, il n'y avait pas de preuve qu'il avait un couteau sur lui. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra. Donc, c'était sa parole contre la mienne, sauf que lui, il était dans le coma. Donc, et puis, au bout de 48 heures, j'ai un juge qui m'a laissé quand même, malgré tout, sortir. Et je pense que Hatton y est pour quelque chose, parce qu'il a appelé, en tant que membre du GIGN, il a appelé les policiers pour essayer de montrer que j'étais quelqu'un de bien, et il a essayé d'appuyer comme il a pu.
Et je pense que ça a pesé un petit peu dans la balance, qu'ils ont vu que j'étais pas quelqu'un de mauvais et que j'étais le préparateur physique du club de Saint-Gaudens, qui est l'équipe star de Saint-Gaudens. Et ils avaient été champions de France pour la première année depuis 20 ans, depuis que j'étais rentré au club en tant que préparateur physique. Donc j'avais ma petite notoriété sur Saint-Gaudens. Local là-bas. Ouais. C'est une ville de 10 000 habitants, donc tu fais vite le tour. Donc j'étais quand même assez connu sur Saint-Gaudens et même le maire s'était impliqué dans l'histoire. Donc ça a dû peser dans la balance. Donc au bout de 48 heures, je suis sorti. Et malheureusement, la personne est décédée 3 mois après. Donc il y a eu beaucoup de suspicions. Non. Alors il est mort d'une hémorragie parce qu'en fait il avait une hépatite due à sa prise de drogue et d'alcool. Hein, c'était un toxico. Donc, mais il s'était réveillé depuis. Voilà, il s'était réveillé, il était sorti au bout de 10 jours de coma, et puis il avait apparemment pas de séquelles, et il est mort 3 mois après d'une autre hémorragie. Voilà. Sauf que les gens ont commencé à dire que c'était moi qui l'avais tué. Donc je suis passé pour un meurtrier, dans une petite ville de 10 000 habitants. Ça fait vite le tour et ça m'a occasionné d'autres problèmes après par la suite qui m'ont obligé à quitter la... Tu veux dire plus personnel, tout ça? Ouais, une agression notamment avec des gitans qui étaient potes avec cette personne qui était décédée. Voilà. Il y a eu une altercation sur le bord d'une rivière avec eux. Et ta famille, tes enfants? Du coup, moi j'avais peur pour eux aussi. Donc j'ai dit un jour on va s'en prendre à moi, mais je serai peut-être accompagné de ma femme et mes enfants. Et ma femme, à l'époque, elle était en train de perdre son père d'un cancer, donc elle avait envie de partir aussi. Donc j'ai dit, bon allez, on plie bagage et on quitte la ville, on rentre sur Saintes et on retourne chez nous. Tu deviens garde du corps, contracteur, mercenaire comme tu veux. En 2010-2011, c'est là que tu commences ta formation de garde du corps, major de promo, tu deviens même instructeur l'année suivante. Ouais. C'est-à-dire que tu fais les formations et tu deviens directement formateur. C'était quoi ton objectif à ce moment-là, quand tu es en 2010-2011? Changer de vie. Parce que avant, j'avais fait de la sécurité dans les boîtes de nuit. J'avais toujours eu cette envie de rentrer, soit dans les groupes d'intervention ou dans l'armée. J'ai dit garde du corps, c'est bien parce que ça correspond un peu au même type de travail. Et j'avais envie justement d'être contracteur, de travailler pour des sociétés militaires privées à l'étranger. Parce que là, il y a des missions qui sont très intéressantes. Et financièrement, ça paye beaucoup. Et financièrement, c'est très bien payé. Hein. On est au minimum payé 5 000 à 6 000 euros, tout frais payé par mois. Donc, après, il y a des trucs dangereux aussi. Voilà, ça peut être dangereux aussi. Voilà. Et là, tu deviens chef d'équipe en protection rapprochée. Tu pars au Sénégal, à Abu Dhabi, tu fais plein de voyages. Alors non, j'ai fait la formation de chef d'équipe en protection rapprochée. Okay. Après, je suis parti au Sénégal, mais j'étais pas chef d'équipe. Hein. J'ai travaillé avec un ancien des forces spéciales en mission là-bas pour décrocher des contrats pour des sociétés. Donc beaucoup de conflits avec les autres sociétés. Enfin, c'était assez compliqué et on traitait avec des membres du gouvernement, plus ou moins corrompus. Donc c'était un peu compliqué. Donc il fallait protéger les personnes qui négociaient les contrats. Enfin, voilà. Et après, j'ai eu ce fameux contrat pour partir former des mecs et autres. À Abu Dhabi. Voilà, et autres. Sur Abu Dhabi pour former des forces spéciales au combat au corps à corps. Voilà. Et c'est quel type de force spéciale les Émirats Arabes Unis? Ils sont solides? Je ne vais pas pouvoir donner toutes les infos. Après, ce sont pour la plupart, ce sont des mercenaires, des sociétés militaires à l'origine américaine. Hein, pour pas nommer, je crois que c'est ICSI qui les forme. Et nous, on bossait pour eux. Et c'est les anciens Blackwater. Je ne sais pas si tu te rappelles les Blackwater. C'est les anciennes sociétés militaires privées qui ont été dissoutes et après, ils sont devenus ICSI. Une société militaire privée, c'est par exemple Wagner. Oui, voilà, c'est ça. Pour comprendre, pour quelque chose qui a parlé là. Voilà, les Américains ont le même type de société. Parfois, des États ont des parts un peu dedans. C'est toujours parfois pour faire du boulot qu'ils ne veulent pas faire. Voilà. Ou... En Irak, il y a eu beaucoup de sociétés militaires privées américaines, notamment les Blackwater, qui ont été dissous après des massacres dans des villages. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, ça a été très loin. Et donc, après, ça a été dissous, c'est devenu ICSI. Et nous, on travaillait pour ICSI. Et donc, on formait des Sud-Américains. Parce que physiquement, une fois qu'ils ont la tenue, ils ressemblent énormément aux Émiratis. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'Émiratis dans les forces spéciales? Si, c'est des officiers. C'est pas les soldats. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, ils se forment aussi, hein, mais eux, ils commandent et ils envoient... Parce qu'ils ne veulent pas le faire? Non, c'est ça. C'est plus compliqué.
D'accord. C'est plus compliqué. Il y en a qui le feraient, parce que j'en ai croisé qui avaient vraiment un état d'esprit guerrier, mais pas énormément. Après, ils sont nés dans une vie un peu facile. Donc c'est plus compliqué d'avoir envie d'aller de faire la guerre et puis de mourir alors que tu as tout. Donc ils prenaient des latinos. Donc ils prenaient des latinos, surtout des Colombiens. Et donc on formait des Américains du Sud. Et il y avait tout, hein. On avait des anciens FARC, on avait des taxis, on avait des bouchers, on avait des anciens policiers. Alors, une fois, il y a des FARC et des anciens FARC et des anciens flics qui se retrouvaient dans le même endroit. C'était tendu, c'était compliqué. Et donc, et on les formait pour devenir des forces spéciales. Donc, il y avait beaucoup de ménage, hein, parce que tout le monde n'avait pas le niveau. Mais en fait, l'appât du gain était tellement important pour eux que ils se sortaient, on va dire, entre guillemets, les doigts du cul. Hein. Parce que c'était énorme. Ouais, ils se chargeaient tous. C'était tous aux anabolisants. C'est à l'anglo-saxonne. Hein, et c'était des dangereux, les phares. Ouais. Là, t'avais vraiment des ouais, quand on s'entraînait avec eux, on sentait vraiment c'était nos limites. Moi, ça m'a choqué un peu quand je suis arrivé parce que l'habitude d'entraîner des Européens, et là, on arrive sur des gens qui vont aller faire la guerre au Yémen ou en Irak, et puis qui doivent garder leur place. Donc, ils doivent montrer que c'est des guerriers parce qu'autrement, ils se font virer du jour au lendemain. Et eux, ils ont besoin de cet argent-là pour faire vivre leur famille. Donc, on voit que mentalement, ils n'ont pas du tout les mêmes motivations. Et il n'y a rien qui les arrête. Et quand on s'entraînait avec eux et qu'on leur faisait même des sports de combat, fallait qu'on leur montrait une technique comme j'ai fait là tout à l'heure. Là, fallait y aller à fond. Hein. Ah ouais. Parce que s'ils pouvaient te rendre la monnaie de la pièce, ils te le faisaient. Hein. Ils t'aidaient pas, quoi. Ah non, s'ils pouvaient te contrer et t'amener au sol, si tu lui montrais une technique au couteau, il fallait que tu le désarmes. Hein. Parce que, même sur des sorties d'étranglement, une fois, j'ai eu un mec qui m'a fait ce qu'on appelle un matallion, une sortie d'étranglement. Je suis pris un mec qui faisait plus de 100 kilos, qui était vraiment très puissant. Et comme je te dis, ils étaient chargés aux anabolisants. Et je lui ai dit, bon, vas-y, étrangle-moi. Et là, au premier étranglement, j'ai dit, là, ça va être compliqué de sortir. Et si je sors pas, je suis foutu. Parce que là, je perds ma place, moi. C'est-à-dire que si je me loupe sur une technique, là, c'est les officiers, dans l'heure qui suit, ils sont au courant de ce qui s'est passé. Non, c'est aussi bien que tu formes des mecs qui soient plus forts que toi, voilà. c'est le principe. Ouais, non, il faut que l'instructeur soit toujours au-dessus. C'est leur principe. Donc, c'était tout le temps la guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait aux entraînements, c'était la guerre. On savait qu'on allait se rentrer dedans, on savait qu'on allait leur taper dessus. Et pour donner un autre exemple, on faisait les tests d'agressivité. Tests d'agressivité, c'est 60 mecs qui passent au test d'agressivité. On était 5. Donc 5, ça nous fait à peu près 12 mecs. 12 mecs c'est 12 mecs par tête. Donc les mecs, ils ont un round de 2 minutes à faire. Et il faut qu'ils tiennent pendant les 2 minutes. Il faut qu'ils nous en mettent plein la gueule. Donc nous, on était 5. On était 2 de ma section de Krav Maga. Alors, on n'appelait pas ça le Krav Maga là-bas. On appelait ça le C3. Ah oui, c'est... Bah oui, les Israéliens, on ne pouvait pas appeler ça le Krav Maga. Donc on appelait ça du C3. Donc moi, j'étais responsable du C3. Il y avait un responsable boxe thaï, un responsable MMA et taekwondo. Donc ils faisaient toutes ces disciplines-là. Et on avait des instructeurs dans chaque discipline qui les prenaient en combat. Et il fallait que les mecs ils sortent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Sauf que toi, t'enchaînais du coup 12 mecs de 2 minutes. Ouais, donc... Et sauf que les mecs, quand ils se jetaient sur toi, même s'ils n'étaient pas des grands techniciens, c'était pour te crever. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils arrivaient frais, toi, t'as 5 rounds d'avant. Et là, il y avait les instructeurs américains qui étaient là à la table et qui comptent les points et qui les poussaient. Je dis, mais je vais jamais tenir. Et si je tiens pas jusqu'au bout, je suis cramé. Et je voyais même les rictus des Américains qui rigolaient parce qu'eux, ils pouvaient pas nous blairer. Donc, ils avaient qu'une chose en tête, c'est qu'il y a un Français qui tombe, parce que quasiment les 3/4 des instructeurs sport de combat, c'était des Français. Ah bon? Ouais. Non, boxe thaï, MMA et donc ils étaient contents quand vous tombiez un peu pour mettre des ricains à la place? Ils ne pouvaient pas nous blairer, les Américains. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 18 mois, je suis parti pour des raisons de santé. Ah, c'est vrai? Ouais. Et puis, j'avoue que je supportais plus de plus voir mes enfants. Donc, c'était très compliqué. J'avais pas envie de perdre mes enfants et je regrette pas d'avoir arrêté. Oui, c'est ça, pour être un peu avec, etc. Ah oui, parce que mes enfants, ça a toujours été une priorité et que j'ai fait ça pour l'argent, pour changer de vie, pour me relancer dans ma vie. Et après ce déboire avec ce SDF, et ça a été une grande expérience. J'ai appris beaucoup de choses.
J'ai progressé énormément en sport de combat parce que je côtoyais les meilleurs dans chaque discipline. En jiu-jitsu brésilien, c'était des champions du monde. En boxe thaï, c'était des champions du monde. En taekwondo, c'était les mecs qui faisaient les JO. On avait la crème de la crème. Et moi, j'étais le responsable de la self-défense Krav Maga. Donc, pour moi, c'était un honneur. Bien sûr. J'étais mis sur un piédestal. Donc, il fallait que j'assume. Mais voilà, le manque de mes enfants m'a rattrapé et je voulais pas louper. Tu les formes, tes enfants? Ouais, ils font des sports de combat et ils sont très bons. Ouais, ils sont chauds. Ah, j'ai Kenzo qui est champion de France junior en Krav Maga cette année et Kylian qui a gagné l'Open international. Et c'est des vrais guerriers. Et il y a pas longtemps, hein, ils se sont mis il y a 2 ans. Et ils sont... C'est toi qui les formes? Alors, oui et non. J'ai un très bon ami, là, Jérôme Ferré, qui a un club de MMA, qui est très très fort, qui va passer certainement avec Greg MMA bientôt, je pense. Et qui les forme en MMA. Donc moi, je les prends aussi un week-end sur 2 en MMA et aussi en Krav Maga. Et alors, pour terminer l'émission, une dernière anecdote, il y a 1 an et demi, tu t'es fait... t'as été blessé, en fait, au couteau, dans la vraie vie, quoi. En dehors d'une boîte de nuit, en dehors de tout ça, sur la route. Donc, comme quoi, ça peut arriver aussi. Ouais. Tu peux nous raconter ça, pour terminer? Bon, une altercation en véhicule, hein, comme il arrive souvent, une queue de poisson, appel de phare. Un truc nul de départ. Le mec, il freine pour que je rentre dedans, 1 fois, 2 fois, il me redouble sur la droite, sur la gauche, et à un moment, bon, j'en ai un petit peu marre quand même, il me fait signe de m'arrêter sur le bord de la route pour qu'on s'explique. Je dis ok, je m'arrête sur un parking. Il se dit pas physiquement, t'en imposes, c'est pas une bonne idée? Dans une voiture, c'est la nuit, on voit pas grand-chose, on voit un peu le visage à travers la voiture, mais on voit pas grand-chose. Et donc, en fait, mais le mec était beaucoup plus grand que moi. Hein. Donc, quand il est sorti de la voiture, il était assez sûr de lui quand même. Donc, il se gare sur le parking. Donc, c'est un parking qui était éclairé. C'est un parking de supermarché. Il sort de sa voiture et moi, je me mets assez loin pour voir s'il sort pas quelque chose de sa voiture. Donc, lui et sa voiture étaient comme ça. Je la mets un peu en travers. Je me mets derrière, je regarde, je vois rien, je check, j'avance sur lui. J'ai compris que le mec, il pouvait vite en arriver aux mains et qu'il était chaud. Et donc, j'arrive vers lui et puis je lui dis, écoute, je voyais qu'il avait envie de se battre. Je dis, je te laisse taper le premier et après, je te dis ce que je fais comme métier. C'est toujours ma phrase. Je dis, si tu veux en arriver là. C'est pas mal, ça. Ouais, je dis parce qu'en fait, c'est toujours le doute. Voilà. Et il y va quand même. Alors non, c'est pas arrivé comme ça. Donc je lui dis, écoute, si tu veux te battre, je te laisse taper le premier, après je te dis ce que je fais comme métier. Et là, il commence à me sortir des grandes phrases, voilà, et puis il avance sur moi, je mets ma main je stoppe avec ma main, je me mets de profil, et je lui dis, n'avance pas. Et là, il me met une gifle. Et en me mettant la gifle, je bloque la gifle, et je lui mets un crochet direct. Il était contre sa voiture, et il tombe KO de tout son poids sur le côté. Et là, le flashback de Saint-Gaudens avec le SDF. Et je dis, c'est pas possible. Donc là, le mec, je le mets en PLS, je vois qu'il respire, tout va bien, il commence à... Je voyais qu'il était un peu inconscient, mais ça allait. Je dis, bon, allez, il faut que je parte là. Parce que... tu dis quoi là? J'ai flippé, donc je saute dans ma voiture, je me barre, en regardant dans le rétro, je vois qu'il commence à se lever, donc je dis, bon, ça va, il est pas trop touché, je pars. Et en conduisant, j'ai le bras qui me brûle. Je dis, putain, mais ça me brûle. Et puis je sens un liquide chaud qui me coule le long du bras. Je travaille juste à côté, donc je vais à mon boulot, et puis je rentre à l'accueil, et puis je vois que mon blouson était coupé. Alors c'était l'hiver, donc j'avais un blouson, une veste, un autre t-shirt. J'ouvre, et là, je dis, oh putain, la balafre, dans une espèce de... Enfin, un coup de couteau, c'est vraiment pas beau, quoi. C'est les chairs qui s'écartent tout de suite, enfin, c'est pas joli. Et ça saignait, ça avait touché une veine, donc ça pissait vraiment. Et donc, direction l'hôpital, direction après la gendarmerie, je me fais mettre des points, direction gendarmerie, et puis donc ils arrivent à arrêter le mec. Et après, je réfléchis à tout ça. Et en fait, j'ai eu un choc derrière, parce qu'en fait, j'ai pas vu le couteau. Je dis, mais comment il a pu me toucher? Je sais pas, il n'y avait pas de couteau dans ses mains. Et en fait, j'ai compris en réfléchissant, parce que j'ai déjà eu, en faisant de la palpation avec les mecs des cités, souvent ils ont des bagues avec des lames à l'intérieur. Ah ouais? Ouais, et ils te mettent des gifles avec ça et ça te découpe. C'est une bague et puis tu déplies une petite lame à l'intérieur, c'est un vrai rasoir, et quand tu gifles, ça accroche et ça découpe. Ou alors les griffes, c'est des couteaux indonésiens, c'est comme une bague, tu mets une bague et tu as une sorte de crochet au bout,
Et en fait, ce qui fait que quand tu tombes par terre, le couteau ne tombe pas, il reste dans ta main. C'est pour ça que quand le mec il est tombé par terre, j'ai pas vu de couteau tomber par terre. Parce que je l'aurais vu le couteau, hein, en lui mettant le KO, le couteau serait tombé. Et là, j'ai pas vu de couteau. Donc je dis là, c'est... Et en fin de compte, ce qui m'a choqué, c'est que il cherchait à toucher le visage, donc soit le visage, soit le cou, que j'aurais pu être sacrément touché. Bien sûr. Et que, quand tu vois l'ouverture sur ton bras, et que j'ai rien vu. C'est visuellement violent, mais c'est très profond en tout cas. Voilà, on va flouter la photo, mais c'est très profond. Donc si tu l'as mis dans le visage, ou là, ça aurait été... ça aurait pu être même létal. Quoi. Donc, j'ai été choqué parce que je me suis dit, mais en fin de compte, ça fait des années que je m'entraîne. C'est pour ça que je parlais d'attaque au couteau, que les attaques au couteau sont très difficiles à bloquer. Une menace, on peut faire quelque chose sur des attaques, c'est très compliqué. Surtout si le mec il est déterminé. Et là, c'était le cas. Le mec était déterminé. Je pense qu'il était défoncé. Le gars a eu des problèmes ou pas? Alors, il a été arrêté, il a été relâché 24 heures après. Non, c'est vrai? Ouais, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'arme. J'ai dit aux gendarmes, je ne suis pas coupé en me rasant ce matin. Hein. Donc, ouais, c'est assez affligeant. Ah, ça, c'est énervant. C'est assez affligeant parce que tu te rends compte que la justice... Ils ne sont pas toujours assez sévères. Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Toi qui es maintenant prof de Krav Maga, tu as 2 grands-enfants, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux là? Je me consacre maintenant à l'éducation des gens, parce que je forme des gens, j'aide des gens à se relever aussi après des agressions, qui deviennent leur propre garde du corps en fait, par la technique, par le physique, par le mental, et par mon expérience aussi des agressions et ma formation de garde du corps. Je mets tout ça ensemble et j'aide les gens à se relever. Et puis après, il y a le côté sport, compétition. Donc là, je me consacre beaucoup à mes enfants en ce moment, parce que je pense qu'ils ont un avenir devant eux et qu'ils ont envie de s'éclater là-dedans. Je ne les pousse pas à le faire, mais eux, ils ont vraiment envie de le faire. Donc mon énergie, je la mets là-dedans. Et puis surtout prendre du plaisir à faire ce que je fais. Prendre un maximum de plaisir et puis de pouvoir aider les gens au travers de mes expériences et de mes compétences professionnelles. Et voilà, parce que je touche un public très large. Hein. Je peux avoir des avocats, comme je peux avoir des chefs d'entreprise, comme je peux avoir tu touches vraiment tout le monde. Une fille de 16 ans qui a été agressée, que j'essaie de relever pour l'aider à reprendre confiance en elle, comme des étudiants qui peuvent être en échec scolaire. En fait, j'ai plein de gens au travers des sports de combat, de la musculation, de la préparation physique et de la préparation mentale. Je vous mets le lien en cliquable dessous. Ton Instagram aussi, si vous voulez suivre Karim sur Instagram, je crois que tu as 6000 et quelques followers, 6600, voilà, Clémenceau Karim, facile. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer. Et merci de vous abonner de plus en plus nombreux, les gars. Prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne Légende. Likez la vidéo et mettez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Les techniques, d'autres techniques, dites-les nous aussi. Gros bisous tout le monde.